Voilà, maintenant on passe à la troisième présentation. Loïc, qui est aussi à sa première présentation, et va nous présenter un sujet très passionnant, qui est un peu différent, un peu moins mainstream que les autres. Et j'ai hâte de voir maintenant le développement de devices IoT avec Elixir et Nerves. Voilà, super. Donc, oui, je suis Loïc Stankovic. Je vais vous parler de développement IoT en utilisant Elixir et Nerves. Donc, je vais vite fait d'abord mettre en plein écran. Hop, voilà, super. Et donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Loïc Stankovic. J'ai fait mon bachelor en informatique ici il y a 5 ans. Et ensuite, je suis allé travailler à Neuchâtel dans l'horlogerie, principalement en tant que développeur C++. Et au début de l'année, j'ai arrêté de bosser là-bas et je me suis lancé dans plein de projets, dont lancer une plateforme événementielle qui s'appelle Night.ch, qui a été codée en Elixir. Et en parallèle à tout ça, j'ai cofondé un hackerspace au Marley Innovation Center qui s'appelle OffSync. Et donc, l'idée d'un hackerspace, c'est un endroit où on va pour bricoler des choses, essayer des trucs avec la technologie en dehors d'un contexte professionnel ou scolaire, partager des connaissances et des binges. Donc, si ça vous parle, on cherche des membres, on cherche des financements, toutes les infos sont sur offsync.ch. Et d'ailleurs, je cherche aussi du travail, mais peut-être pas à Winterthur. Donc, le projet que je vais vous présenter ce soir, ça a été fait dans le cadre d'OffSync. Donc, comme ça fonctionne chez nous, on a 2 types de membres. Admettons que Alice et Bob soient des membres d'OffSync. Alice est membre de Lux, elle a les clés pour entrer dans le local que vous voyez en photo ici. Et Bob n'est pas membre de Lux, donc doit attendre qu'Alice soit dedans. On avait envie d'avoir un truc qui nous dise justement quand est-ce que le local est disponible. Et on a envie que ça soit synchronisé avec notre site internet, avec peut-être un bot Discord ou des choses comme ça. Et voilà. Et le truc un peu cool, c'est qu'à l'entrée du bâtiment, il y a déjà un lecteur RFID pour accéder au bâtiment. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un lecteur RFID connecté un peu en mode IoT, et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en Elixir, étant donné que j'ai déjà fait le site internet en Elixir. Donc ça fait 2 minutes que je vous parle d'Elixir, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est. Donc c'est un langage de programmation fonctionnelle qui a été créé il y a tout juste 10 ans par José Valim, qui est un ancien contributeur de Ruby. Et donc, on peut voir qu'il s'est pas mal inspiré de Ruby pour la syntaxe, comme on peut voir. C'est un système qui est basé sur Erlang. Et donc, on peut faire cohabiter ces 2 langages ensemble assez facilement. Et comme on peut le voir, par exemple, il y a pas mal de petits goodies de programmation fonctionnelle, comme des pipes sur les lignes 8 et 9, du pattern matching un peu partout. Et c'est super. Pour ce qui est d'Erlang, c'est aussi un langage de programmation fonctionnelle qui a été créé en 1987 chez Ericsson, à la base pour créer des systèmes de switch téléphonique. Donc c'était d'abord propriétaire, ça a été open sourcé ensuite en 1998, et ça a été conçu pour tourner sur la machine virtuelle Beam. Et en plus, ça a été créé pour fonctionner avec OTP, donc Open Telecom Platform, qui est une sorte de grosse librairie standard, /framework, guide de design d'architecture. Ça fait un peu tout, et il y a beaucoup de concepts et de features de Erlang qui reposent justement sur OTP. Et tout ça, ça nous donne tout plein de fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Premièrement, la plupart toutes les structures de données sont immuables. Ça, c'est assez typique pour un langage de programmation fonctionnelle. On
on a une architecture qui est basée sur un modèle acteur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits processus qui n'ont pas de mémoire partagée entre eux, et ils communiquent entre eux en faisant du message passing. Tout ça, ça nous permet de distribuer assez facilement un système développé sur Erlang OTP, que ce soit à l'échelle d'un processeur en mode multicore ou sur un cluster de serveurs. Et ça a été aussi créé dès le début avec la haute disponibilité en tête. C'est-à-dire que vu que ça tournait sur des switches téléphoniques, on n'a pas envie de devoir redémarrer tout un switch téléphonique et couper tous les appels juste pour mettre à jour le firmware. Donc on peut faire du hot swapping de code et théoriquement ne jamais redémarrer notre appareil. Et finalement, la machine virtuelle BIM fonctionne en temps réel souple, donc on est un peu moins temps réel que ce que vous avez vu avant, mais c'est déjà mieux que rien. Un dernier point intéressant à voir avec OTP et Erlang, c'est les principes de design d'OTP. Donc, comme je l'ai dit avant, on a beaucoup de choses qui fonctionnent en tant que processus, qui n'ont pas de mémoire partagée. Donc, c'est des processus BIM et pas des processus Linux ou des choses comme ça. Et chaque processus a son garbage collector, ce qui permet d'avoir une utilisation de la mémoire qui est relativement lisse, comparée par exemple à une JVM ou des trucs comme ça. Et donc, on a principalement deux types de processus différents. On a les superviseurs et les workers, qui, comme leur nom l'indique, travaillent et supervisent. Et ça nous permet d'avoir justement, au cas où un des workers crash pour une quelconque raison, le superviseur va s'occuper de le relancer dans un état connu, un état initial. Et ça nous permet justement de moins avoir à se soucier des crashs et de faire, let it crash comme ils disent, un peu dans la doc, et théoriquement de faire un peu moins de programmation défensive. Donc cet arbre ici, on l'appelle l'arbre de supervision, il est contenu dans une application OTP qui est en fait l'équivalent d'une librairie. Et donc l'application va contenir l'arbre de supervision et va s'occuper de le créer et de le relancer si tout crache. Et finalement, on a aussi le concept de release qui est ce qu'on va balancer sur nos serveurs ou sur nos appareils et qui contient plusieurs applications et qui s'occupe de gérer le tout. Donc, je vous entends déjà dire, mais qu'est-ce que c'est le rapport avec l'IoT? Eh bien, tout simplement, des gens se sont dit, c'est super, on a beaucoup de choses intéressantes, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour de l'embarquer, en gros? Et donc, c'est ce que les gens du Nerves Project ont fait. Ils ont créé, en fait, un set d'outils et de frameworks qui permettent de créer des applications embarquées IoT avec Elixir et qui tournent sur la machine virtuelle BIM. Et donc, on a un firmware Nerves contient principalement, quelques éléments. Il contient un kernel Linux qui est assez minimal, qui nous sert à peu près de couche de driver, en gros. Et ensuite, par-dessus, on a la machine virtuelle BIM qui, dans ce cas-là, devient en fait le système, l'operating system. Et finalement, on a notre release qui est lancée par la machine virtuelle BIM au démarrage. Donc, ça, c'est une des partitions qu'on a dans un firmware Nerves, mais en fait, on en a plusieurs. On a la première qui est le master boot record, qui s'occupe de dire sur quelle partition démarrer, et on a quelques infos de configuration, comme par exemple les numéros de série des devices ou des choses comme ça. On a deux partitions au système qui sont en read-only, ce qui nous permet d'éviter de corrompre notre système en cas de panne de courant ou des choses comme ça. Et on en a deux parce que ça nous permet, comme ça nous permet de faire un déploiement un peu blue-green en fait, c'est-à-dire qu'on va d'abord déployer notre firmware sur la partition A, ensuite on va faire une mise à jour, ça sera sur la partition B. Si tout d'un coup quelque chose s'est mal passé et que ça ne démarre plus, eh ben, on peut retourner sur la partition A et éviter de tout détruire notre device à cause d'une mise à jour. Et finalement, on a une partie de données applicatives qui est en
en lecture-écriture. Nerve supporte beaucoup de choses, à peu près tout ce qui supporte Linux. Par défaut, on a tout ce qui est nécessaire pour faire tourner sur des Raspberry Pi, sur des BeagleBone, même sur une plateforme un peu spéciale qui s'appelle le GRISP2, qui est unique pour BIM en fait, enfin, c'est un truc un peu étrange, des Lego Mindstorm. Et si vous avez des trucs custom, c'est assez facile à customiser justement en utilisant Buildroot et les outils que Nerves fournit. Donc là, c'est le moment où peut-être ma présentation ne va pas fonctionner. Très bien. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une application avec Nerves, une application de base. Donc, l'idée, c'est d'utiliser Mix, qui est en fait à peu près l'équivalent de West, on va dire. Sauf que c'est général à l'écosystème Elixir. Donc, c'est peut-être plus un peu cargo, on va dire. Là, ça va donc nous créer un petit projet. C'est en train de récupérer les dépendances qui devraient déjà être cachées, en fait. Voilà, c'était le moment. L'effet démo. Bon, il ne se passe pas grand-chose, là. Très bien, on va essayer de faire sans les dépendances, du coup. Comme ça, je peux quand même vous montrer un truc. Alors, l'idée, c'est donc, là, on a créé notre projet. Et ensuite, il faut lui dire qu'on a envie d'utiliser un Raspberry Pi 0. Dire à Nerves d'utiliser un Raspberry Pi 0. Ça se fait avec simplement une variable d'environnement. Et dans notre projet, on a déjà tout qui est créé, enfin notre code de base qui est créé. Alors ça, voilà. Et si on va voir dans notre fichier démo, on a notre application de base qui est simplement un module démo avec une fonction hello qui retourne un atom world. Est-ce qu'on arrive cette fois-ci à récupérer ? Bon, bah ça veut pas, quoi. Ouais, bon, bah tant pis. Donc l'idée, en fait, c'est ensuite, si on a les dépendances qui fonctionnaient, on aurait pu faire mix firmware qui va créer et compiler notre firmware pour le Raspberry Pi. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de faire un mix burn qui va ensuite graver sur une carte SD, dans ce cas-là, notre firmware. Après, si tout ça avait fonctionné, je vous aurais montré comment faire une mise à jour en SSH, parce que justement, le Raspberry Pi permet d'être en mode gadget, comme ils disent en USB gadget, et ça nous permet justement de faire des déploiements de firmware en SSH directement. Je vous aurais montré tout ça, mais ça sera pour une autre fois. Donc l'effet démo a fait son travail et on va donc retourner sur la présentation. Voilà. Donc, normalement, on aurait eu tout ce qu'il faut pour créer notre application de base. Et puis, bon, Firefox n'a pas envie de se mettre en plein écran, c'est super. Et donc, théoriquement, c'est le moment où on peut passer au développement de notre lecteur RFID. Dans un projet typique en Nerves, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer d'un côté
les modules qui permettent d'émuler en fait notre hardware. Et ça nous permet justement de ensuite coder en fait tout ce qu'on veut en local sur notre ordinateur sans jamais avoir besoin de toucher notre hardware. Ça nous permet aussi de faire justement des pipelines de CI/CD, des choses comme ça, tests unitaires et compagnie. Et ensuite, après, on va créer justement toute la partie qui communique avec le hardware. Et j'ai trouvé une façon assez rapide et intéressante de faire ça, c'est en utilisant Livebook, qui est en fait l'équivalent Elixir d'un notebook Jupyter, par exemple, en Python, ou des choses comme ça. Donc on peut coder directement toute cette partie-là sur notre device. Ça tourne sur le Raspberry Pi et sur tout ce que Nerve supporte en gros. Dans mon cas, j'ai dû coder toute la partie pour communiquer avec le sensor RFID en SPI. Et il y a une librairie qui qui met en place la base de ces communications, par exemple ICRC ou SPI ou tous les ports que vous pouvez imaginer en fait. Et c'était du boulot. Ensuite, on peut aller en production une fois que notre prototype est prêt. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait ça quand même dans le cadre d'un hackerspace. Et donc, l'idée, ce serait d'utiliser une plateforme qui s'appelle Nerves Hub, qui est une plateforme self-hosted pour faire du fleet management. Ça fait beaucoup de mots anglais, mais en gros, ce que ça fait, c'est qu'on a une plateforme qui nous permet de gérer tous nos devices dans la nature. Et ce qui se passe une fois qu'on utilise ce système, c'est qu'en fait, il y a une connexion WebSocket qui est ouverte entre le device et notre Nerves Hub, et ça nous permet d'être en quasiment temps réel au courant de ce qui se passe sur cet appareil. On peut même prendre la main et ouvrir un shell dessus ou des choses comme ça. Et ça nous permet aussi justement de faire des mises à jour over the air assez facilement, au terme par exemple d'un pipeline de CI/CD ou des choses comme ça. Et donc d'automatiser toutes ces choses et d'avoir un système qui fonctionne bien en production. On peut aller encore plus loin en utilisant tout plein de choses qui existent dans l'écosystème d'Elixir. On a tout d'abord la possibilité de parler à du code natif en C++, même du Rust maintenant, ça se fait pas mal, c'est un peu à la mode. On a des librairies qui permettent de faire des interfaces graphiques pour des écrans embarqués. Ça fonctionne sur OpenGL. On a aussi tout ce qui est web en fait, qui est possible avec la librairie Phoenix. Et finalement, pour rajouter un petit peu des buzzwords, on a le machine learning. Il y a beaucoup de boulot ces temps-ci qui est en train de se faire à ce niveau-là. Donc on pourrait imaginer embarquer de la vision ou des trucs comme ça directement là-dessus. Donc la seule limite, c'est votre imagination. En conclusion, j'ai quelques petits points négatifs qui sont quand même relativement, pas importants. Le premier point qui m'a un peu embêté, c'était le fait que pour faire des opérations binaires, il faut 3 et ou 3 ou, et que le 0 n'est pas implicitement converti en booléen. Donc ça fait un petit peu plus de code. Par contre, on a la possibilité de faire du pattern matching binaire et ça compense un petit peu. On a aussi en fait toute une partie de conversion qu'on doit faire, étant donné que la plupart du temps, c'est du code impératif orienté objet ou j'en passe, mais pas de la programmation fonctionnelle. Donc pour les systèmes embarqués. Donc on a cette espèce de petite gymnastique mentale à devoir faire. C'est pas la mer à boire, mais il faut le remarquer. Et finalement, la communauté Nerves est assez petite. C'est un produit qui est quand même un peu de niche. On sait qu'il y a quand même quelques entreprises plus ou moins grandes qui utilisent ces technologies en production. Par contre, tout ce qui est Elixir commence vraiment à prendre beaucoup d'importance, par exemple dans les banques ou des trucs comme ça. Et donc voilà, pour les points positifs, on a quand même que c'est facile à mettre en place. Et l'écosystème Elixir est quand même très vivant.
en constante évolution et la communauté est quand même assez sympa. Enfin, elle est même totalement sympa. Un des points importants, à mon avis, peut-être que vous pourrez me dire le contraire, c'est que en fait, c'est assez facile à prendre en main, même sans expérience en programmation fonctionnelle ou en IoT. Moi, c'était mon cas, je ne connaissais pas vraiment ça. C'est justement un point que j'imagine dans l'industrie pourrait être intéressant parce qu'on pourrait convertir des développeurs web, par exemple, qui sont sûrement plus faciles à trouver que des experts comme vous, dans le marché du travail. Et finalement, le prototyping avec Livebook directement sur le matériel, c'est quand même super, c'est rapide et c'est intéressant. Donc dans l'ensemble, Nerves et Elixir, c'est bien, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur parce que vous avez vu une fois des trucs à scale qui font un peu peur. C'est pas si compliqué que ça. Donc je vous laisse sur un sommaire de ce qu'on a vu dans ma présentation et une photo de mon petit bricolage. Voilà. Merci beaucoup Loïc, c'était vraiment une présentation très intéressante. Je garantis que la démo fonctionne. Ça fait depuis quelques semaines que le Wi-Fi à l'école pas très stable. Mais passons, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre? On a 3 minutes pour des questions encore. J'étais super clair. Je pense que le système est intéressant, mais est-ce que vraiment le terme IoT est approprié pour ce genre de développement? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que ça demande quand même un peu des appareils quand même assez beefy, on va dire. Après, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on appelle IoT qui sont en fait, par exemple, là, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est une des entreprises qui utilise Nerves en production fait en fait une sorte de CNC de jardin. En gros, ça s'occupe de, c'est un peu un bras articulé et qui va planter des plantes et les arroser. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir quand même quelque chose de trop optimisé en matière de performance pour un truc comme ça, j'imagine. Donc, dans ce genre de cas, je pense qu'on va plutôt prioriser le fait de pouvoir développer rapidement et move fast, break things, comme ils disent. Et donc, j'imagine que c'est un petit peu dans ce genre de produit qu'on veut utiliser ça. Ah, c'était allumé avant. Ok, ça marche. Je ne connais pas du tout Elixir, mais je suppose que l'écosystème n'est pas forcément très développé. Du coup, est-ce que c'est possible de facilement s'interfacer avec des librairies écrites en C ou dans d'autres langages? Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas développé. En vrai, il y a quand même pas mal de choses, mais c'est tout à fait possible avec les NIF, les Native Implemented Functions. Donc, on peut coder tout ce qu'on veut en C et s'interfacer pour ensuite que ça soit lancé dans la machine virtuelle BIM. Un des inconvénients de ce genre de choses, c'est que si on a un crash dans notre code en C, et ben en fait, ça fait tomber toute la machine virtuelle BIM. Et donc, dans le cas de Nerves, ce qui va se passer, c'est que ça va juste redémarrer le device, mais on n'a pas envie de ça quand même. Donc oui, on peut faire. Et justement, il y a le projet Rustler qui englobe en fait toute cette architecture de Native Implemented Function pour pouvoir faire du Rust et pour pouvoir avoir des trucs safe, comme ils disent aussi.
Vous venez du monde aussi C++, et puis là, vous êtes dans un monde fonctionnel. Donc on a vu que la barrière d'entrée pour le monde fonctionnel est assez difficile au début. Par votre expérience maintenant, si vous devez faire le même projet en C++ ou en fonctionnel, vous seriez le plus rapide dans quel monde? Étant donné que ça fait 1 année à peu près que je fais que de l'Elixir, j'imagine que je resterai là-dessus. Mais en vrai, ouais, non, je crois que je maintiens le Elixir pour le plus rapide. Donc ça permet quand même d'être plus efficace dans les boucles de développement. Ouais, j'imagine. Et justement, tout l'aspect, en fait, la syntaxe, l'ensemble ressemble un peu à du Ruby. Enfin, perso, j'en ai jamais fait du Ruby, mais c'est quand même un langage qui est assez simple à prendre en main. Et j'imagine que, ouais, il y a assez peu de concepts très compliqués en Elixir, j'ai l'impression. Donc, ouais. Moi, j'ai une question là. J'ai déjà le micro. Ouais. En termes de performance, vu que c'est dans une machine virtuelle, vous direz qu'il y a une pénalité qui est assez lourde ou ça va encore? Alors, j'ai pas fait vraiment du benchmarking ou quoi que ce soit. Après, c'est clair qu'on n'est pas au niveau de RTOS ou Zephyr. Donc, je ne mettrai pas, par exemple, une application pour contrôler un barrage là-dessus, quoi. J'imagine que c'est plus des choses pour lesquelles on a besoin de s'interfacer avec l'utilisateur, un utilisateur final plutôt. Mais ouais, niveau performance, en vrai, j'en ai pas vraiment d'idée. Mais ils ont quand même réussi à faire tourner des switches téléphoniques avec Erlang justement en 1990 et quelques. Très bien. Et d'ailleurs, je crois que grâce à Erlang et la machine virtuelle Beam, ils ont sorti un des premiers switches téléphoniques qui atteint les niveaux de disponibilité de 9.9. Donc ça fait beaucoup de disponibilité. Alors, merci beaucoup. Là, il y a une toute dernière question. Moi, je me demandais si vous aviez un exemple concret en fait d'un avantage pour qu'on utiliserait un langage fonctionnel avec typiquement, vous avez dit le pattern matching ou bien lazy evaluation par rapport à un langage plus traditionnel. Un exemple concret. En vrai, je pense que un des principaux avantages, c'est quand même les structures de données immuables, parce qu'on a quand même pas mal de bugs avec ça dans les langages traditionnels, on va dire. Enfin, j'imagine. Surtout quand on arrive à des niveaux de paralysie, de distribution ou des choses comme ça. Après, l'avantage principal, c'est quand même le fait d'utiliser la machine virtuelle Beam. Et ça, je pense que s'il y avait un langage pas de programmation fonctionnelle qui tournait sur Beam, ça serait aussi assez cool. Mais donc, j'ai pas vraiment d'exemple concret. Je pense qu'au final, ça revient à des préférences, quoi. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et puis, pour toi aussi, Loïc, il y a une petite pensée douce. Merci beaucoup.